Vous êtes parent, vous venez chercher de l'aide auprès d'un professionnel parce que votre enfant présente un retard de développement. Or, cette personne vous répond que le vrai problème de cet enfant, c'est vous, et que le seul moyen de l'aider, c'est de vous séparer. Si vous protestez, une procédure judiciaire peut être engagée pour vous le retirer. Ce scénario cauchemardesque est le quotidien d'un certain nombre de familles d'enfants différents, aujourd'hui même en France, sur la foi d'expertise psychiatrique d'inspiration psychanalytique. Des parents qui posent un petit peu trop de questions aux institutions, qui insistent pour que leur enfant soit diagnostiqué, scolarisé et accompagné dans une perspective de progrès, sont susceptibles de subir un signalement, prélude à une procédure judiciaire. Dans ce combat pour l'inclusion scolaire et sociale de son enfant différent, les mères sont souvent seules en première ligne. Ces expertises qui accusent les mères de tous les maux parviennent à s'immiscer dans le quotidien de familles tout à fait ordinaires à l'occasion de divorces conflictuels. Ces expertises pseudo-psychiatriques à charge contre la maternité, comme le syndrome d'aliénation parentale, sont également utilisées dans des cas d'inceste pour maintenir l'enfant abusé sous la garde de son agresseur. D'où vient cette maternophobie ambiante? Comment s'exprime-t-elle? Comment s'en prémunir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Avec nous sur ce plateau, Sophie Janois, vous êtes avocate spécialiste en droit de la santé et vous accompagnez depuis quelques années déjà des familles d'enfants autistes. Christophe Lançon, vous êtes professeur de psychiatrie et chef du service psychiatrique de l'hôpital de la Conception à Marseille. Hilette Kayser, vous êtes psychologue et anthropologue, vous accompagnez depuis 40 ans des personnes victimes d'abus sexuels. Véronique Roppel, vous êtes maman de Valentin, un garçon autiste, et vous avez vous-même eu à subir 2 procédures. Maud Lacroix, vous êtes maman d'un petit garçon autiste et vous êtes présidente de l'association Petit Bonheur, qui accompagne des familles avec autisme dans la région de Reims. Un certain nombre de familles qui sont dans votre association sont victimes des mêmes types de signalements. Et Caroline Colombel, Caroline, vous n'avez rien à voir avec l'autisme, vous avez vécu un divorce conflictuel et vous avez subi une expertise psychiatrique assez édifiante. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu dans quel contexte cette expertise et contre-expertise sont intervenues? Dans le cadre de la séparation avec le père de mes enfants, le juge aux affaires familiales a demandé une expertise psychologique qui faisait suite à une enquête sociale. Donc nous avons été conviés le même jour à rencontrer cette experte psychologue. Et elle nous a reçus séparément 45 minutes. Nous avons donc échangé avec cette psychologue qui m'a également soumis au test de Rorschach. On a un rapport d'expertise établi par une psychologue qui ne se cache pas qu'elle est d'un référentiel psychanalytique. C'est écrit. Et on a donc une expertise de monsieur et une expertise de madame. Et ce qui est frappant, c'est que dans l'expertise de monsieur, il avoue, il est dit de manière tout à fait honnête et simple que son père a fait de la prison, 2 ans et demi de prison, que les choses se passaient bien en tant qu'enfant à la maison parce que son père n'était pas là, parce que sinon les coups pleuvaient. Et pour autant, l'expertise conclut qu'il n'y a aucun problème avec monsieur. Alors, je ne prends pas parti du tout. Je pense qu'on peut avoir des parents toxiques et de très bons parents. Ce n'est pas du tout la question. Mais l'intérêt dans votre expertise, c'est qu'on a l'expertise de monsieur et l'expertise de madame qui sont juste à poser. Et en ce qui vous concerne, vous avez le grave défaut d'avoir été élevé avec un père absent. Tout à fait. Alors, un papa qui n'a pas fait de prison, qui ne te battait pas, mais qui n'était pas là. Apparemment, c'est beaucoup plus grave. Cette psychologue vous a soumis au test de Rorschach et elle en conclut un certain nombre de choses. Alors, vous êtes émotive, vous êtes dans le désir de recherche de l'attention à l'autre, le désir de plaire, de séduire, avec un théâtralisme du comportement, versatilité langagière. Et il dit les choses... D'un point de vue psychanalytique, la relation à l'image maternelle est hyper conflictuelle et l'absence de père est en plus dans l'histoire personnelle du sujet marquée. Pour autant, Caroline Colombel s'identifie à lui et ne cesse de l'admirer d'un point de vue fantasmatique. Il s'agit d'une petite fille qui n'a pas été assez aimée, manque de tendresse paternelle et insuffisance d'amour maternel entraînant des difficultés d'identification à la mère. Il y a un chapitre qui parle d'insatisfaction sexuelle fréquente chez l'hystérique, qui réalise un compromis entre le désir et l'interdit. La quête de l'hystérique porte avant tout sur la recherche de l'amour. Bon, il y en a plusieurs pages comme ça. Alors bon... T'avais eu ça déjà? Vous avez eu ça dans votre... Oui, là, c'est habituel. C'est habituel. Enfin, c'est pas du tout exceptionnel. Mais encore une hystérique de plus. Voilà, l'hystérique. Alors, vous êtes hôtesse de l'air. Oui. Votre métier, c'est d'être très calme, très posé, très zen pour rassurer des passagers. Exactement. Vous suivez d'ailleurs des contrôles, des visites médicales, psychologiques assez régulières. Tout à fait. Tous les 2 ans, nous avons une visite de licence qui vérifie si notre santé psychique et physique sont en adéquation avec l'exercice de la profession. Et quant au passage que vous avez lu, c'est assez simple de lire ce genre de phrase, puisque moi, je me suis procuré le livre du psychiatre dont la psychologue s'est inspirée, puisqu'en fait, elle a fait du plagiat.
purement et simplement. Elle a recopié des paragraphes entiers de ce Vous avez livre que je me retrouvé suis- voilà, des paragraphes qui ont été dans votre expertise, qui sont des copier-coller que vous avez retrouvés sur Internet. Oui, parce que lorsque j'ai reçu cette expertise envoyée par mon avocate, j'étais fort étonnée de la teneur de cette expertise, étant donné que ce qui était couché sur papier ne reflétait pas les paroles que j'avais entendues de cette psychologue. C'est-à-dire que je trouvais que elle avait un décalage entre ce qu'elle m'avait présenté et ce qui était écrit sur le document. Donc j'ai fait des recherches assez succinctes et je me suis aperçue qu'elle avait copié-collé des paragraphes donc, de ce livre, mais également de sites internet. Est-ce que vous avez demandé une contre-expertise? Non, je n'ai pas demandé de contre-expertise car j'imaginais que le juge aurait pris conscience de la teneur de cette expertise qui n'était peu garante de sérieux et de déontologie surtout. Et ça n'a pas été le cas? Non. C'est absolument incroyable. Christophe Lançon, vous êtes professeur de psychiatrie. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'expertise? Alors, beaucoup de choses. Quand on lit ça, on est absolument abasourdi. C'est un jugement de valeur qui raconte des choses absolument effrayantes et qui repose sur des données dont on peut se demander d'où elles viennent. Bon. Est-ce qu'on peut établir la justice sur ce point de vue-là? C'est uniquement un jugement. Vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes comme ci, comme ça. Bon. C'est un jugement moral sur ce que vous êtes. Cette dame raconte ce qu'elle pense que vous êtes. Effectivement, elle fait un copier-coller d'un certain nombre de choses qui sont dans des livres, qui racontent depuis très longtemps un point de vue sur la relation entre les hommes et les femmes, ce que c'est être une bonne mère, enfin, tout un certain nombre de choses qui sont absolument effrayantes et rejetantes, parce que ce qu'on a écrit sur vous, c'est particulièrement rejetant. Je n'imagine pas ce que vous avez dû ressentir, ou je peux un peu imaginer quand même, quand vous avez lu ça. Ça doit être effrayant. Abasourdi Oui. et en sidération. Ben, j'imagine. On peut d'ailleurs même se poser la question de savoir si ce n'est pas les faits recherchés, ce qui pose une question de l'honnêteté dans la relation de la personne qui vous reçoit. Hein. En général, quelqu'un d'honnête, il vous dit quelque chose, il écrit ce qu'il vous dit, puis il le lit devant vous. Là, il vous écrit quelque chose dans votre dos. C'est absolument effrayant. Qui ensuite va le transmettre à un juge dont il sait pertinemment ce qui va en advenir. Parce qu'il y a un truc absolument incroyable. Le juge, qu'est-ce qu'il va lire et qu'est-ce qu'il va comprendre de ce charabia, à votre Déjà, avis? d'un point de vue psychiatrique, est-ce que ça existe, l'hystérie? Est-ce qu'on utilise les tests de Rorschach aujourd'hui? On les utilise d'une manière assez constante quand l'expertise est bien faite. Mais la passation d'un test de Rorschach et son dépouillement, c'est au minimum 4 heures. Que je sache, aucun expert ne le fait actuellement. C'est-à-dire que quand on est dans un cadre relativement rigoureux, on se limite à 6-7 planches selon les objectifs assignés par le juge et les questions qu'il pose. Mais on ne fait pas l'ensemble des 24 planches. On peut éventuellement se servir d'autres tests projectifs et les compléter par un entretien dit subjectif qui est en principe protocolairement prédéfini. Exactement. Il y a des protocoles qui n'ont pas du tout été respectés là. Tout à fait. Elle n'y fait pas référence. Donc techniquement, le Rorschach en soi, ce n'est pas critiquable. C'est la technique avec laquelle c'est employé. Et techniquement, c'est tout à fait à côté. En principe, je parle sous votre contrôle, mais l'expert doit spécifier la manière dont il va entreprendre son expertise, c'est-à-dire qu'il doit donner toutes les lignes protocolaires. Pas forcément préciser les tests qu'il va utiliser, mais la manière dont il va procéder. Or, dans ce type d'expertise, ça n'est pas spécifié. Et la plupart, parce que ce que j'ai entendu là, c'est un grand standard dans des expertises qui concernent aussi les enfants maltraités, les enfants abusés sexuellement. C'est-à-dire que ce qui est du copier-coller, à la limite, je vais prendre les références de cet ouvrage, spécifier les différents paragraphes et le montrer à quelqu'un qui est spécialiste des lettres classiques et des mythes grecs. Parce qu'on voit toute la typologie de la femme sorcière évoluer à travers l'histoire. Mais c'est absolument fantastique. Et avec effectivement donc une mise à l'index, on ne brûle plus, mais on aliène complètement la personne. Le copier-coller dans l'expertise psychiatrique, c'est quand même un grand art et quelque chose qui est assez habituel. Il y a très souvent des copier-coller. Quand on lit 40 expertises psychiatriques, on peut changer les personnes. On a l'impression que très souvent, on va entendre les mêmes mots,
les mêmes périphrases et les mêmes jugements. Dans les histoires de divorce, très souvent, on va entendre la mère comme ci, la mère comme ça. Voilà, donc ça pose un vrai problème de la technique, quoi. Et là où c'est presque malhonnête, c'est que quand vous êtes un expert dans la technique d'abord. Et là, vous n'avez aucune expertise de la technique. Ça suppose de poser d'emblée qu'on a une démarche objective. On va chercher à chercher du factuel, à analyser des choses de manière objective. Et là, d'emblée, la démarche, elle est... la référence est psychanalytique et on est dans le... C'est assumé, à la limite. Oui, mais le problème de l'expertise, effectivement, on ne nous donne pas la méthode, etc. Mais pour peu qu'on la sente et qu'on la voit, et qu'on sache pertinemment que tout ce qui est écrit là ne se réfère à aucune donnée scientifique, et que ça sort du cerveau d'une psychanalyste. Le juge, lui, il va considérer ce document comme une preuve. Parce qu'il est face à un professionnel qui a l'étiquette d'expert psychiatre inscrit donc, sur les listes des cours d'appel. Donc, a priori, c'est une personne référente qui va l'aider, lui, à prendre son jugement. Si nous, on arrive, et même en tant qu'avocat, que l'on connaît notre sujet, que l'on sait de quoi l'on parle, que l'on sait démolir ce type d'expertise psychiatrique parce qu'elle n'a aucun fondement, finalement. On va nous rétorquer, et on me l'a encore rétorqué hier, Maître Janois, vous n'êtes pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais je peux avoir des connaissances. Je peux avoir des connaissances dans ce domaine, notamment à l'égard des enfants autistes, et on va tout me bloquer, en fait. Alors que c'est l'expert qui ne connaît généralement rien au syndrome de l'enfant, pour peu qu'il ait été diagnostiqué. Les experts les rejettent pour pouvoir, en fait, délirer complètement sur une situation. Parce que pour moi, ce ne sont que des délires. Alors, en appeler au bon sens. Alors, on se dit, bon, ok, je ne suis pas médecin, donc je vais faire appel au bon sens. Et là, je vais être face au juge qui, lui, forcément, est un homme de bon sens, c'est un homme de justice. Il va m'écouter. Il aura toujours un doute, en fait. Même si on arrive à le faire douter, en fait, mon rôle se limite souvent à faire douter le juge de ce qu'il a sous les yeux. Je ne peux pas lui apporter une preuve contraire. Pour cela, j'ai besoin d'une contre-expertise. Ces contre-expertises, on ne les obtient jamais. Vous avez bien fait de ne pas la demander, parce que généralement, les juges estiment que c'est suffisamment complet pour ne pas avoir à demander une contre-expertise. Vu que ça arrange en fait tout le monde que la personne experte ait pris un parti, qui soit bon ou mauvais, le juge a besoin d'un parti pour fonder son jugement et prendre un minimum de risques. Le risque, c'est quoi? C'est quand même d'avoir des enfants qui vont être mal chez leur papa ou mal chez leur maman, ou qui ont besoin d'être placés parce que le couple parental fait défaut. Donc lui, il a besoin de se référer, de fonder son jugement. Il va prendre ça souvent comme vérité. Il ne va pas se poser de questions davantage, parce qu'en fait, s'il va contre l'expertise, le juge va prendre un risque énorme. Alors que s'il va dans le sens de l'expertise, finalement, ce n'est pas sa faute, c'est plus sa responsabilité, c'est la responsabilité de l'expert. Je comprends le juge. Qui, de toute façon, ne risque rien. Lui ne risque rien. Si, il peut se tromper. On a vu dans l'affaire Outreau, qui a été quand même... les experts ont continué à expertiser. Ah, mais les experts vont continuer, mais là où j'ai le plus de problèmes, moi, c'est qu'aujourd'hui, les experts psychiatres sont pour la plupart d'obédience psychanalytique. Les experts qui font valoir le fait qu'ils soient pour la science prouvée, ce type d'experts-là, n'entrent pas dans les tribunaux. Alors, j'ai un exemple. Vous posez la question de comment on choisit les experts et quels sont les critères de sélection. Vous pourriez en parler, peut-être. En fait, je connais mal. C'est vrai? Je connais mal les critères de sélection parce qu'en fait, c'est un dossier qu'on dépose auprès du procureur. Tout à fait. Un dossier assez conséquent. Et donc, j'ai pu engager certains amis, on va dire, médecins, pédopsychiatres, psychiatres, pour la science prouvée. Parce que pour moi, la justice a besoin de preuves et de science, et certainement pas d'élucubrations de ce type-là. Donc, j'ai essayé de rassembler autour de moi ce type d'experts. Ils ont déposé des dossiers. Et je pense à l'une d'entre elles que je peux naturellement pas nommer. Donc, une personne très connue dans la prise en charge de l'autisme, qui est pour la science prouvée, qui est pédopsychiatre, qui exerce depuis... Avec un CV conséquent. Avec un CV très conséquent, avec une bibliographie énorme. Il faut dire les choses simplement. Elle a été refusée. Pour manque d'expérience, 20 ans d'expérience. Oui, la question de l'expertise, il faut le dire telle qu'elle est, dans la chose psychiatrique, ne repose pas sur des compétences reconnues psychiatriques. Les standards de l'expertise, ils sont connus dans toutes les disciplines. Alors comment est-ce qu'ils sont sélectionnés, les experts? Ils sont sélectionnés dans une commission qui réunit un certain nombre de personnes
qui vont sélectionner des gens en fonction de critères qui ne sont pas des critères visibles. Des amis d'amis. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais très étonnée parce qu'on a rétorqué donc, à cette pédopsychiatre vraiment très reconnue dans le milieu autistique. On manque vraiment d'experts dans ce milieu, dans ce domaine de l'autisme. Et on lui a refusé sous prétexte qu'elle n'avait pas suffisamment d'expérience. Et aujourd'hui, quand même, les juges, je trouve que pour la plupart, ont parfaitement conscience du défaut de compétences en matière psychiatrique. Et en matière d'autisme également, ou tous ces troubles dits cognitifs. Donc, on peut faire nommer assez facilement en tant qu'avocat, on le demande, il faut justifier sa demande, mais de faire nommer des pédopsychiatres ou des psychiatres qui sont vraiment pour la science prouvés. On arrive à les faire nommer en demandant simplement aux juges, alors même qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes de la cour d'appel. Évidemment, ça nécessite de démontrer en quoi cette démarche est plus intéressante et pourquoi les experts qui sont sur la liste, alors généralement on va les chercher, on va les googliser, on va leur faire leur petite autobiographie à chacun et on va expliquer aux juges en quoi ils ne sont pas compétents en la matière. Et ensuite, on demande à ce qu'un tel soit nommé et ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que les juges sont assez ouverts sur les listes d'experts, notamment parce que d'une part, ils ont assez peu d'experts sous la main, vraiment, il y en a peu de disponibles. Et parfois, ils en ont peut-être 2, ils connaissent par cœur leurs écritures, et les juges eux-mêmes ont conscience de ces copier-coller. On va aborder le cas de Véronique. Tu étais chef d'entreprise, tu dirigeais une entreprise dans le bâtiment, c'est ça? D'électricité. Tu avais dans combien l'industrie. Voilà, tu avais combien d'employés? Une soixantaine. Soixantaine d'employés. Tu avais déjà 3 enfants, un mari, une maison. Et puis est venu Valentin. Valentin qui est autiste. Autiste et très dyspraxique. Et là, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Oui, tout à fait. Alors, pendant au moins 3 ans, j'ai tourné, j'ai vu tous les médecins de la Terre qui m'ont tous répondu que c'était moi le problème, que j'avais un gros problème, que mon fils allait très bien. Cependant, ayant eu 3 enfants auparavant, je voyais bien qu'il se développait différemment. Il réagissait énormément au bruit, il ne me répondait pas, il regardait toujours d'un autre côté quand je lui parlais. C'était vraiment frappant. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches et sur Internet, j'ai vu qu'il correspondait à tous les items de l'autisme. J'en ai parlé autour de moi. Chaque fois, on m'a répondu « non, c'est pas possible ». Bon. Je me suis dit, bon, on verra bien, je vais l'inscrire à l'école et puis on va voir ce qui se passe. Là, la directrice m'appelle en me disant, votre enfant est vraiment différent, il faudrait consulter. Alors, elle me dit, je vous conseille le CMP à côté, ils sont très bien. Donc, j'ai emmené mon enfant au CMP. Et là, la psychiatre qui m'a reçue m'a dit, votre enfant va absolument très, très bien, il va très bien. Vous avez peut-être un problème, voyez un peu de votre côté. Je lui ai dit, écoutez, si vous ne l'aidez pas, il ne pourra pas continuer à l'école. Donc, je suis vraiment... Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 2 ans, 3 ans, l'entrée à l'école maternelle. Donc j'ai dit, aidez-moi, aidez-le, il ne va pas pouvoir aller à l'école. À un moment donné, Valentin a eu des consultations avec une psychologue, une psychiatre du CMP. Oui, tout à fait. Et cette personne s'est montée très, très agressive envers moi et elle était très suspicieuse, me demandait si je le nourrissais, si je le soignais, enfin des choses comme ça. Et Valentin t'a rapporté des propos. Et Valentin est rentré un jour à la maison en me disant « Maman, cette dame me demande si tu me fais des bisous dans la culotte et je voudrais savoir si c'est normal. » Et donc là, je me suis mis en colère et j'ai dit à cette psychiatre que j'allais porter plainte parce que qu'on propose de l'orthophonie ou de la psychomotricité, ça a le mérite d'apporter, enfin, de faire un geste pour aider un enfant. Et là, pas du tout. Et cette psychiatre a eu très, très peur et j'étais même pas sortie du cabinet, qu'elle avait déjà fait un signalement contre moi. Et donc, le soir même, j'avais déjà
un appel donc, du centre social où je devais me présenter avec mon enfant et répondre à des questions. Donc j'ai été interrogée pendant au moins 2 heures en demandant pourquoi, qu'est-ce qui se passait, voilà, mais d'une façon très suspicieuse. Et pendant ce temps-là, on t'a reproché au fait de chercher un diagnostic, en fait. On t'a reproché de chercher Oui, tout à à fait. poser un nom sur et de voir une prise en appelle charge, ça une situation que vous du rencontrez nomadisme souvent. Oui, mais là médical. encore, c'est très emblématique. Là, le début de l'histoire, la recherche du diagnostic est souvent analysée comme étant une recherche effrénée, un désir inconscient de la mère d'avoir un enfant malade, et parfois même pour toucher des allocations. J'ai pu le lire tout à fait régulièrement dans les rapports. Et donc, toute cette recherche diagnostique qui en fait révèle un défaut en France de personnel compétent, dont la mère est victime, elle et son enfant, en fait, elle va être accusée d'aller de médecin en médecin pour trouver dans cette recherche effrénée diagnostique, et on va l'accuser, ça c'est le grand terme à la mode aujourd'hui, de nomadisme médical, qui peut justifier, ce nomadisme médical, à lui tout seul, le placement d'un enfant. En tout cas, la demande de placement. Et alors, simultanément, tu as mis Valentin à l'école, et puis, en fait, on vous a À dit... l'école, il était maltraité, les autres enfants lui sautaient dessus. J'ai demandé une auxiliaire pensant que ça allait arrêter la maltraitance. Et en fait, la directrice de l'établissement n'a pas compris du tout le rôle de l'AVS et elle continue à lui faire des ménages parce qu'ils avaient pris la femme de ménage. Donc, elle a continué et les maltraitances ont continué envers mon fils. Et les adultes étaient au fond de la cour et je le récupérais, il était couvert de crachats. Et bien, dans un premier temps, tu m'avais dit que coup, on j'ai t'a enlevé reproché l'école. d'avoir voulu le scolariser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faites quelque chose parce que si vous continuez à vouloir le scolariser, ça va poser des problèmes. Le premier signalement était sur le fait que je l'ai déscolarisé parce qu'il était couvert de crachats, parce qu'il était il pleurait tous les jours, il voulait, voilà, j'arrivais pas à le faire avancer d'1 mètre dans la rue, c'était l'horreur. Et personne pour l'aider, personne pour expliquer. J'ai demandé au CMP de venir expliquer l'autisme à l'école, mais on voyait qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas de connaissances. Et du coup, ils ne sont pas venus, ils ont refusé de venir. Je l'ai enlevé de l'école pour qu'il retrouve un peu de sérénité parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Et voilà. Et on m'a accusée donc dans ce signalement de vouloir déjà l'enlever de l'école. J'avais des services sociaux qui voulaient me l'enlever. Donc moi, j'ai fait ni une ni deux, j'ai fait ma valise et je suis avec mon fils partie aux États-Unis. Alors, entre-temps, divorce, tu le laisses papa tomber est ton parti, métier, ton j'ai tout perdu, entreprise, j'ai tout perdu, t'as j'ai tout perdu, voilà. oui. Tu mets ta vie dans une valise. Voilà, mon fils surtout. Mon fils était prioritaire. Il fallait, voilà, je comprenais rien de la situation. Hein. Je savais pas ce qu'il avait parce que je pensais, j'avais des indices, mais aucun retour. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais rien de la situation. On était désespérés parce que je pouvais pas travailler. J'avais demandé au CMP si je pouvais avoir un diagnostic écrit pour me justifier, dire voilà, je n'arrive pas à travailler, mais il y a des raisons, il y a des vraies raisons. Et on m'a répondu, la psychiatre m'a répondu, mais non, madame, il n'y a aucune aide qui existe pour les gens comme vous. Vraiment, on a tout perdu, quoi. Et donc, on est parti. Moi, j'ai enlevé Valentin de cette ambiance pour essayer de retrouver un peu de force. Et quand on est revenu, peut-être un mois après, on est revenu sur Paris où je me suis dit on va retrouver des ressources, des ressources médicales et enfin, il va être aidé. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je me suis retrouvée avec un deuxième signalement parce que le médecin scolaire, en réunion de SS, on m'a dit, voilà, si vous n'enlevez pas votre enfant de l'école, vous aurez la police demain matin qui va venir vous l'enlever. Donc, première procédure parce que tu l'avais déscolarisé. Deuxième procédure parce que tu veux maintenir à l'école. Oui, c'est la mer trop froide ou trop chaude, mais il y a toujours un problème. Oui, voilà, oui, voilà. Si on fait blanc, on a tort, et si on fait noir, on a tort aussi. C'est comme ça.
globalement. Bon, tu es tombée quand même à chaque fois sur 2 magistrats qui étaient quand même beaucoup plus J'ai eu raisonnables énormément de chance. Apparemment, ils connaissaient la situation. Le premier juge a demandé quand même une enquête. Donc pendant 1 an, j'ai eu une enquête. Je devais répondre à un psychologue, je devais répondre... voilà, c'était une enquête suspicieuse. Et vos parents, et vos grands-parents, et voilà. Donc, et pendant ce temps, personne qui aide mon fils. Voilà. Quoi. Personne toujours pas n'apporte, diagnostiqué, toujours pas de réponse voilà. concrète à la problématique. J'ai passé 7 ans de ma vie à me battre contre le système, alors que le système aurait dû m'aider et aider, enfin surtout mon fils, quoi. Et il a été diagnostiqué donc à quel âge? À 7 ans. Mais un deuxième jugement. Donc le médecin scolaire m'oblige à aller à Debré pour qu'il fasse un bilan. Donc on est allé à Debré. Et pendant qu'on était à Debré, elle a fait un signalement comme quoi il n'était pas à l'école. Donc, je suis allée au commissariat. J'ai dit, je voudrais porter plainte parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai plus aucune ressource pour me sortir d'une situation où je suis constamment mis en cause et personne pour aider mon fils. Je ne sais plus quoi faire, quoi. Et le commissaire... Voilà, Une des conséquences de ces situations qui est totalement paradoxale, c'est qu'on reproche aux mères d'être trop inquiètes, de s'occuper de leur enfant. Mais en fait, le système fait que de toute façon, elles sont obligées de rester près de leur enfant et de finalement de dépenser toute leur énergie et leur temps à s'en occuper, puisqu'il n'y a pas de réponse sociale, thérapeutique et sociale. On est dans une situation qui est totalement paradoxale, parce qu'à ce moment-là, tu es obligé d'arrêter de travailler, d'abandonner ton entreprise. Je ne peux pas travailler du tout. Pour prendre en charge Valentin. Mais bien sûr, il n'avançait pas dans la rue, il ne faisait pas 1 mètre. C'était vraiment pas possible, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée une 2e fois au tribunal et le juge, je venais de passer 1 an d'enquête, elle m'a dit on ne va pas recommencer, donc je prononce un 2e non-lieu. Je venais à peine de recevoir le 1er non-lieu, j'ai eu un 2e non-lieu parce que mes 3 enfants se sont mobilisés, tous les gens qui me connaissaient se sont mobilisés pour témoigner voilà, j'ai toujours bien élevé mes enfants, ils n'ont jamais manqué de rien. Aujourd'hui, c'est quoi au quotidien? Tu vis des minima sociaux. Au final, bon, tu as pu... Valentin ne t'a pas été retiré, mais tu n'as pas eu la possibilité de le faire accompagner de manière concrète et adéquate par rapport à son autisme et à sa dyspraxie. Pas du tout. Comme il rentrait dans aucun apprentissage et que les enseignants n'avaient pas les clés, donc j'ai dit je vais m'en occuper. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il voyait à l'envers, hein, non seulement à l'envers comme ça, mais à l'envers comme ça, et qu'effectivement dans un groupe de classe c'était pas possible s'il n'avait pas quelqu'un à côté de lui en permanence. Et il avait une mémoire très labile. Hein. J'ai mis 4 ans pour lui faire retenir une lettre. Donc, il fallait vraiment quelqu'un à côté de lui. Et du coup, j'ai pris en charge donc, toute son instruction. Il a 17 ans aujourd'hui et c'est moi qui ai assuré donc, son instruction tout le long. Il travaille énormément pour chaque chose. Hein. Cette année, c'était l'autonomie pour arriver à prendre le métro seul. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut être à côté de lui, aller à la station d'après, attendre qu'il arrive, revenir, le faire 20 fois et puis ainsi de suite. Pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, on est au RSA et on en souffre énormément parce que alors c'est bien qu'on l'ait parce que dans d'autres pays peut-être il n'y a rien, mais c'est horrible parce que c'est encore une autre peine et mon fils aimerait bien avoir peut-être un jeu comme les autres ou un autre pantalon, mais c'est pas possible. Donc c'est dur tous les jours, oui, c'est vrai. Maud, vous n'avez pas vécu cette situation sur le plan personnel. Par contre, en tant que présidente de l'association Petit Bonheur, vous êtes régulièrement confrontée à des demandes, comme la plupart des présidents d'associations dédiées à l'autisme en France. J'entends ce genre de situation tous les jours. C'est le quotidien de Maître Janois. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Je viens d'une ville qui est relativement petite et effectivement, c'est souvent le nom des mêmes thérapeutes qui revient sur le tapis. Et on se rend compte que ces personnes-là, effectivement, propagent une certaine dynamique très psychanalytique et sur plusieurs parents et parfois même sur plusieurs générations, puisqu'il y a des parents avant moi, d'enfants plus âgés qui les ont connus et d'enfants plus jeunes qui les ont aussi connus. J'ai fait un petit topo, j'ai relevé un petit peu des témoignages de parents. Voilà, ça s'exprime comment? Qui m'ont écrit. Les cas typiques. Alors, par exemple, donc une maman de l'association
qui avait posé donc la question au thérapeute donc, de l'hôpital. C'était pas dans un CMP ou dans un CMPP. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour aider mon fils à progresser? Et il lui avait répondu, soyez une bonne mère. Tout simplement. Il s'avère que maintenant, c'est un enfant, on sait qu'il est autiste et il a un diagnostic de posé. D'autres encore qui disent s'être formés aux méthodes comportementales pour aider leur enfant au quotidien. Et ils sont taxés les mamans sont taxées donc de mères déviantes et indignes parce qu'elles ont annoncé s'être formées aux méthodes reconnues et efficaces. Et recommandé par la Haute Autorité de Santé. Exactement. Exactement. Là, j'ai un cas à l'heure actuelle. Malheureusement, effectivement, je peux pas citer le nom des parents ou le nom des thérapeutes, mais on est vraiment dans une tourmente à l'heure actuelle pour un adolescent de l'association qui est verbal, qui est même très bavard. Hein. C'est un jeune dynamique très bavard. Et à l'heure actuelle, le thérapeute veut absolument lui prescrire des neuroleptiques. La maman a dit non, il n'en a pas besoin, il n'en a jamais eu besoin. Et à la rigueur, cet adolescent est plutôt calme, il est par contre très bavard. Et puis parfois a des stéréotypies, mais de manière tout à fait normale pour une personne autiste. Et donc, étant donné qu'elle a refusé, ce psy lui a dit qu'elle était donc une mère maltraitante. Et il martèle ça régulièrement à l'adolescent lors des séances, puisqu'il le prend seul dans son cabinet. Et ce qui fait que l'adolescent, à l'heure actuelle, a développé une relation conflictuelle avec sa mère, parce qu'il est persuadé maintenant, à l'heure actuelle, que c'est la faute de sa mère, étant donné que son thérapeute le lui répète constamment, 2 fois par semaine. Les personnes autistes sont des calques par rapport à ce qu'on leur dit, Exactement. par rapport aux comportements qui sont observés autour d'eux. Exactement. Donc, il arrive, il dit à sa mère, il nous le dit aussi à l'association, docteur Intel a dit que c'était la faute de maman. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Je sais que je vais exploser. C'est le docteur qui l'a dit. Un jour, je vais exploser et je vais faire du mal. Alors en fait, non. Je confirme. Déjà, le médecin avait dit que j'étais une mère pathologique. Il n'a pas précisé la pathologie. Mais mon fils, quand il est sorti du cabinet, ne reconnaissait plus son père et ne reconnaissait les hommes en général, et ne voulait plus manger de la nourriture que son père aimait. Et je me suis toujours demandé ce qui avait pu être dit. J'aurais aimé contrecarrer, mais moi, j'ai pas pu. Je sais toujours pas. Et pour cette maman, je ne sais toujours pas non plus quoi faire. On lui a conseillé de trouver donc une prise en charge en libéral à l'extérieur. Mais le problème, c'est que souvent, dans ces cas-là, on est confronté à des familles qui n'ont pas forcément non plus les moyens de payer des professionnels en libéral et sont obligés de se contenter de ce genre de personnage, quoi. Et récemment, ce monsieur a fait une déclaration à la maman, l'a appelée. J'ai toujours pas de trace écrite, malheureusement. Il l'a appelée pour lui dire que si elle ne lui donnait pas donc des neuroleptiques, il allait la dénoncer à la police, que son fils finirait à l'hôpital par sa faute. Le mécanisme, Maître Jeannoy, c'est de signalement pour défaut de soins, c'est ça? Le mot défaut de soins, il est rarement employé, en fait. Ils vont se servir d'une série de faisceaux d'indices pour finalement accuser la mère des troubles de l'enfant. Alors, ce faisceau d'indices, ça peut être cette recherche effrénée de diagnostic, donc ce fameux nomadisme médical. Ensuite, on entend beaucoup, surtout à l'égard des mères d'enfants handicapés, qui, évidemment, leur maternité ne se passe pas de la même manière qu'avec un enfant ordinaire. C'est juste évident, c'est le bon sens. Elles vont réagir d'une autre façon parce qu'elles vont pallier le handicap de leur enfant. Et on va les accuser d'être fusionnelles, là, à ce moment-là. Une mère est particulièrement... Enfin, c'est le rôle d'une mère d'être à l'écoute et d'être Oui, je plaide souvent le fait qu'il faudrait mettre aux besoins de son enfant. Dans ce cas-là, il faut placer tous les enfants des mères juives, tous les enfants des mères italiennes, des mères maghrébines au sang chaud, tout ça. Il faudrait placer tous ces enfants, finalement, parce que dès qu'on a une maman un peu prenante, et on imagine qu'elle est en fusion totale avec son enfant. Enfin, tout ça, c'est complètement stupide. Oui, surtout que je vais dire, moi c'était plutôt l'inverse. J'arrivais pas du tout à communiquer avec mon enfant, donc j'aurais bien aimé quelqu'un qui m'aide à communiquer. Et c'est vraiment. C'est drôle parce qu'en fait, toutes les portes des institutions se ferment. En fait, que ce soit celle de l'école, celle d'une prise en charge adaptée qui soit remboursée Sécu, parce que pour que ce soit remboursé, il faut aller dans une institution qu'on appellera hôpital de jour, qu'on appellera IME, qu'on appellera CMP, CMPP, même les PMI. Les parents vont aller chercher. D'abord, évidemment, parce qu'il y a une précarisation qui s'opère avec l'arrivée d'un enfant handicapé, puisqu'il y a au moins un des deux parents qui va devoir arrêter de travailler, puisqu'on ne va pas aider ces familles. Donc, généralement, c'est la mère qui s'occupe de son enfant H24 et qui doit laisser tomber
son job. Elle doit laisser tomber, donc il y a une précarisation qui s'opère. Si en plus il y a un divorce derrière, la maman se retrouve avec rien, avec son enfant à domicile. Et puis petit à petit, les portes vont se fermer. Elle va aller réclamer partout. Et là où elle va les réclamer, finalement, l'institution ne peut pas lui offrir ce dont elle a besoin, n'est pas en capacité de le faire, soit par ignorance de ce que c'est que l'autisme, soit par faute de moyens, faute de place. Donc elle va se retrouver seule avec son enfant. Et là, si à un moment donné rentrent les services sociaux dans la boucle, ces derniers ne connaissant strictement rien en ce qui concerne l'autisme, ils ne connaissent pas pour la plupart, c'est très très rare ceux que j'ai pu rencontrer qui connaissaient la problématique. Sous influence majoritaire du discours psychanalytique. Ah, mais complètement. La problématique, c'est que par rapport à la psychanalyse, au niveau du tout ce qui est l'abord du soin, de la thérapeutique de manière globale, il y a un logiciel, c'est tous les troubles sont issus d'un problème relationnel et tous les problèmes relationnels convergent vers un problème. Donc tout est analysé. Au baccalauréat, vous apprenez que la psychologie des relations, c'est le DIP. On vous a enseigné ça à l'école. On me l'a enseigné. Honnêtement, ça pose une question. Mais ça vous inspire quoi en tant que psychiatre, en tant que professeur de psychiatrie aujourd'hui, qu'on puisse se référer à ces logiciels-là, de ces logiciels, ces dogmes? C'est une question de formation. C'est un langage, mais qui a remplacé d'autres langages sur la position de la mère, de la mauvaise mère, et voilà. Et on utilise ce langage pour dire, lorsque vous, par exemple, ce que vous voulez, c'est qu'on vous aide. Bon. Et votre enfant, vous avez l'expérience, puisque vous avez 4 enfants, donc vous avez plus d'expérience que la psychologue qu'on n'a jamais eue, quoi. Bon, alors vous arrivez, vous lui dites, ce que vous lui dites, c'est que vous n'êtes pas experte, puisque moi, je me rends bien compte que j'ai une expertise, donc vous la choquez, la pauvre, elle n'a aucune expérience. Bon, et alors, un moyen habituel, quand on est dans son statut, là, on a sa fonction, on est expert, hein. Si vous arrivez et que vous dites que vous avez de l'expérience, et bien à ce moment-là, vous savez, c'est le principe de Peter, c'est-à-dire qu'on vous met dans une position d'incompétence maximale, et si quelqu'un vient vous dire que vous êtes incompétent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mécanisme de rejet. Alors, la première façon de rejeter les gens, c'est de se comporter de façon très calme pendant l'entretien et puis écrire des saloperies par derrière. C'est comme dans la vie de tous les jours. Bon. Et si vous, en même temps, vous êtes dans une société, parce que on est dans une société dans laquelle on pense que systématiquement, il y a quelque chose qui est mauvais, le statut de la mère, le statut de la femme, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on utilisera pour persécuter les gens des raisonnements de ce type-là. Ces enquêtes sociales, elles sont utilisées, elles interviennent lorsque les parents, les mères notamment, assistent pour faire diagnostiquer leur enfant. Il y a des moments clés quand même. Il y a des moments clés dans la vie de l'enfant. L'instruction, pour la scolarisation. Donc, le moment clé, c'est la recherche du diagnostic. Donc l'enfant est petit, il a 2-3 ans, voire 4 ans. Donc là, à ce moment-là, il y a un risque évident, parce que plus vous allez taper à des portes, ou alors, admettons que ça fasse 2-3 ans que l'enfant est pris en charge en CMP. Puis là, vous-même, en tant que parent, vous connaissez, vous savez maintenant qu'il y a un diagnostic d'autisme à poser. C'est vous qui le devinez, en fait, en vous renseignant sur les réseaux sociaux. Si vous allez en parler avec le médecin qui suit habituellement votre enfant et qui ne vous a jamais rien dit, forcément, vous allez être un peu en colère, peut-être un peu agressive aussi, parce que ça fait 2 ans qu'on vous balade et que vous cherchez des solutions. Et là, on va dire, mais non, mais vous n'êtes pas la professionnelle de votre enfant, vous n'êtes pas professionnelle, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous donnez un diagnostic vous-même, finalement, vous allez glisser vers un syndrome de Munchausen par procuration, on y reviendra. Donc en fait, on vous reproche à vous de chercher des solutions, et là, vous allez vous mettre à dos, probablement, l'institution. Effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle une information préoccupante. Alors le signalement, ce n'est pas la même chose. Il faut faire la différence entre l'information préoccupante, qui est un formulaire rempli donc, par un professionnel, généralement, qui travaille auprès des enfants, mais ça peut être n'importe qui, ça peut même être un voisin, en fait, quand entend votre enfant crier, donc ça va loin, le panel est très très large, simplement parce que vous estimez qu'il y a une suspicion de risque de danger, parce que la loi, c'est quand même celle-là, c'est-à-dire qu'un professionnel qui travaille avec des enfants, il a obligation, à partir du moment où il y a une suspicion de risque de danger, on voit qu'on est très 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 loin de la maltraitance avérée, très très loin, il a l'obligation de faire ce qu'on appelle une information préoccupante, donc il envoie au conseil départemental, au service de l'aide sociale à l'enfance, un document où il exprime en fait ses craintes. Mais il n'a ni besoin de prouver, il n'a besoin de rien finalement. Il a juste besoin d'écrire un petit mot en disant « Ouh là là, la maman, elle veut absolument que son enfant soit autiste, j'émets des craintes sur le fait qu'elle va l'enfermer dans un handicap, que cet enfermement-là empêche l'enfant d'évoluer favorablement, etc. etc. » Donc là, on se retrouve face à une information préoccupante. Donc là, les services, l'aide sociale à l'enfance déclenchent ce qu'on appelle l'enquête. Donc là, pour le moment, on a tout le milieu judiciaire n'est pas concerné. Là, c'est le conseil départemental avec l'aide sociale à l'enfance
qui travaille, qui fait une enquête. C'est obligatoire. C'est à partir du moment où il y a une information préoccupante, la commission doit s'enclencher et doit faire l'enquête. Ça ne veut pas dire que forcément on est en faute à ce moment-là. Donc à ce moment-là, les parents ont encore la liberté de se faire entendre, d'expliquer qu'il y a un conflit de personnes probablement avec le médecin et que c'est peut-être pas dramatique. Tout est question à ce moment-là, dans l'enquête, de votre isolement en fait. Parce que nous, on va avoir besoin, généralement, quand les parents m'appellent au stade de la formation préoccupante, je suis ravie parce qu'on va peut-être pouvoir échapper, parce que je vais pouvoir les conseiller, on va peut-être pouvoir échapper à la procédure judiciaire, au fait de se retrouver devant un juge des enfants. Donc à ce moment-là, au moment de l'enquête, les parents, s'ils sont bien soutenus, s'ils ont trouvé d'autres professionnels compétents, qui vont les accompagner, qui vont les aider, qui vont être capables de poser un diagnostic, etc., en principe, on peut être sorti d'affaire. Oui, on dit que par exemple, si pour retirer un enfant d'un hôpital de jour ou d'un CMP, il faut absolument avoir trouvé une prise en charge oui, psychiatrique ou mais c'est complètement à fou l'extérieur. au regard des droits fondamentaux des personnes. C'est une violation des droits fondamentaux. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on a un droit fondamental, c'est le choix du praticien. C'est-à-dire que moi, en tant que représentant légal, psychiatrie. on doit pouvoir choisir son praticien. Ça marche aussi pour la psychiatrie selon la loi, on peut choisir. Dans les faits, on sait que si on retire son enfant de la prise en charge parce qu'on l'estime mauvaise, parce qu'on l'estime inadaptée, parce qu'on trouve mieux ailleurs, on prend le risque d'avoir cette fameuse information préoccupante. Et là, donc, la machine se met en branle et vous allez être convoqué par les services sociaux. Et à partir de ce moment-là, vous allez être convoqué par des gens qui ont été formés uniquement à la relation, le lien mère-enfant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir votre problème. Quoi qu'il arrive. Oui, parce qu'ils ne vont pas voir le problème qui est physique. On sait par exemple que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, etc. Donc, mais on va aller chercher, malgré tout, une raison à ça. Une raison à l'autisme, une raison au trouble du comportement. Si vous êtes dans la précarité, c'est encore pire. Si vous avez une bonne situation sociale, etc., c'est plus rassurant, on va dire, pour les enquêteurs. Mais si en revanche, vous êtes dans la précarité, vous êtes au RSA, si vous divorcez, si vous êtes en conflit avec votre ex-conjoint, c'est absolument redoutable parce que l'ex-conjoint, et ça je l'ai vu plusieurs fois, va parfois se servir de l'autisme de l'enfant en disant qu'il n'est pas autiste, mais que si on lui confiait l'enfant, lui, il pourrait démontrer qu'il n'est pas autiste parce que c'est la mère finalement qui délire alors même qu'on a un diagnostic parfaitement posé par un centre ressources autisme en équipe pluridisciplinaire. Mais finalement, il y a toujours ce doute de savoir... Ok, bon, il a un trouble neurodéveloppemental. La voix de la mère qui est considérée comme en proie du doute par définition. Voilà, par alors, nature, on va à dire. travers cette enquête... Et une forme d'essentialisme négatif à l'égard des femmes. Ils vont appeler l'école. Si la maman elle a souhaité absolument scolariser son enfant et qu'elle s'est battue pour ça, ou que l'enfant gêne par ses troubles du comportement, l'école ne vont pas être pas très aptes à aider la maman dans l'enquête. Ils vont plutôt l'enfoncer, on va dire, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de solutions. Donc en fait, toutes les institutions, donc là on va voir les différents médecins qui ont suivi l'enfant, le psychomote qui travaille au CMP, l'orthophoniste, tout ce petit monde-là, plus l'école. Si la maman en plus est isolée parce que les amis sont partis, parce qu'un enfant qui a des troubles du comportement, c'est quand même compliqué à gérer, pour les amis aussi. Donc souvent, c'est des personnes très isolées qui se sont retrouvées par la force de la vie et des regards. Ce qui m'a frappée aussi, c'est que quand même, depuis quelques années que je suis dans le milieu de l'autisme, j'ai rencontré un certain nombre de fois des couples tout à fait structurés, des familles tout à fait bien sous tout rapport dans le monde de l'ordre moral, avec des gens qui étaient très inclus et des bourgeois avec beaucoup d'argent, qui se retrouvent à un moment donné dans une situation, on a un enfant différent, on l'a confié à une institution, et il ne nous appartient plus. Même s'il n'y a pas techniquement, juridiquement de retrait d'autorité parentale, dans les faits, dans la manière dont les rapports de force sont vécus, et ce regard de peur, d'angoisse profonde d'un parent, d'une mère ou d'un père à qui un psychiatre d'obédience psychanalytique a dit à un moment donné, mais de toute façon, le problème de son enfant, c'est vous. Donc vous n'avez rien à dire, de toute façon, il ne vous appartient plus, c'est nous qui gérons. Cette angoisse, cette menace de retrait, on va vous le retirer pour le placer, pour moi, en institution. Je l'ai vu chez des gens, y compris des bourgeois, et pas seulement des femmes isolées, seules, etc. Avant, on avait employé un mot, la parentectomie. Et c'était la thérapeutique absolue. Ce sont des fondements idéologiques qui n'ont rien à voir avec l'évolution de la psychiatrie. Aujourd'hui, la psychiatrie est fondée sur l'épreuve, sur la médecine psychiatrique. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui qu'un trouble de la relation maternelle, c'est important de le signaler. En psychiatrie, on sait qu'il y a, certains ne sont pas d'accord, mais des maladies. Bon. Dans la question de la relation mère-enfant, on a démontré qu'une maladie psychiatrique n'est pas du tout un handicap à la relation mère-enfant et que vous pouvez avoir des maladies X ou Y et des maladies psychiatriques, et avoir un enfant qui se développe tout à fait correctement avec un certain nombre d'adaptations. Donc, la question de la maladie psychiatrique en elle-même ne pose pas un problème.
Mais toujours ça ne va pas être ça qui va être amené. Ça va être c'est une hystérique, c'est un parano, c'est un psychopathe. Alors, qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité? La personnalité est une construction très particulière qui a pour objet non dit de porter des jugements de valeur sur des gens pour lesquels on ne comprend pas les différences. Le trouble de personnalité, ça vient dans l'histoire de la psychologie de deux choses. Une première chose qui était que finalement, c'était des gens qui étaient malades mais qui ne l'avouaient pas. Voilà, en gros, hein, vous êtes malade, vous vous comportez comme un malade, mais quand même... On ne peut pas se défendre lorsqu'on est attaqué d'être malade, quand on est taxé d'être malade, d'être toxique, d'être fusionnel. Mais surtout une maladie qui ne se voit pas, qui est insinuée dans votre cerveau, dans votre personnalité. Défendre. Donc ça, c'est la première chose, ça vient de là. Ce seraient des malades qui s'ignorent et que seuls de grands spécialistes, à travers leur boule de cristal, pourraient diagnostiquer. C'est ça le trouble de la personnalité. Vous ne savez pas que vous êtes malade, mais moi... Vous le savez. Je confirme, je suis mère pathologique, le psychiatre ne m'a jamais reçu. Bon, donc ça, c'est la première chose. C'est tout ce courant de personnalité-là qu'on serait capable de faire qu'il y ait des malades qui s'ignorent et qu'on va les démasquer. Et puis ensuite, on va leur appliquer un traitement un peu particulier, quand même, une fois qu'on les a démasqués. Hop. Et puis en face, il y a une deuxième notion qui est très importante. Historiquement, ça s'appelait moral insanity, les troubles de la personnalité. Et ça veut dire quoi, moral insanity? Ça veut dire des gens qui sont de mauvaise morale. Et que globalement, les troubles de la personnalité, c'est d'être d'une mauvaise morale. Ça veut dire ne pas se comporter comme la morale le souhaite. Une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Moi, je ne parle pas correctement, je ne dis pas des mots comme c'est habituel de le dire. Donc, j'ai un trouble de la personnalité. C'est l'utilisation de la psychiatrie comme régulateur social. Mais ce n'est pas la psychiatrie qui est cette affaire, c'est la psychologisation morale des relations sociales qui est en cause. Avec toutes les histoires qu'on nous raconte, la relation mère-enfant, le machin, vous êtes une hystérique, je suis un truc, un bidule. C'est quand même c'est pas des théories, c'est des romans sociaux qui ont une utilisation un peu particulière. C'est ce que disait Michel Foucault déjà il y a pas mal de temps, hein, qui n'est jamais passé. C'est-à-dire que la folie, la dénonciation de folie est un régulateur social. Mais quand j'écoute les différents témoignages et ce qui est dit là, on n'est pas dans la science. On est dans l'antériorité de la science. Bien on sûr. est dans quelque chose qui est magique. Si on compare, par exemple, à l'histoire de l'épidémiologie, on se retrouve avec un entonnoir sur la tête, avec des médecins qui disent « Ah mais si vous avez telle maladie, la peste, peu importe, la grippe ou autre, c'est parce qu'il y a des effluves qui vous ont imprégné. » Et on en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours scientifique de la psychopathologie, voire de la psychoclinique. La psychanalyse n'est qu'un épiphénomène à la fois linguistique et mythologique qui permet parfois de donner à ce discours une certaine notoriété, une certaine image. Parce qu'on remarquera que beaucoup de nos collègues n'ont pas de formation psychanalytique. Bien sûr que non. Mais ils mettent pédopsychiatre, ceci, machin, truc, chose, et à la fin, psychanalyse. C'est une appellation générique qui passe très bien. Et ça pose quand même un problème dans notre société, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais pour autant, c'est le logiciel psychanalytique qui dit c'est la faute à la mère, c'est la faute à la relation maternelle. C'est ça aussi qui s'exprime. Mais pas uniquement, parce que le discours psychanalytique ne fait que renforcer un discours qui était déjà antérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien un problème de personnalité qui fait qu'à un certain moment, vous êtes une mauvaise mère. Dans votre field, vous parliez à un certain moment on va dire, de la maladie par nature. On est une mauvaise mère par nature, et c'est ce qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire que dès que l'on sort de la nature, on ne sait pas très bien ce que c'est que la nature, mais soyez une bonne mère, c'est naturel. À partir du moment où vous allez être une bonne mère, tout va bien se passer. Sauf qu'à un certain moment, il va y avoir un certain nombre de microphages qui vont intervenir là, qu'on appelle psychanalystes, mais qui sont éventuellement des éducateurs, des assistants sociaux, etc., nantis d'un discours préétabli, dogmatique, et qui vont dire « mais la nature, c'est ça ». Et ce discours du retour à la nature pour la femme, pour le féminin, le masculin, l'enfant, etc., il est extrêmement puissant actuellement et dangereux. Là, on est dans une démarche idéologique. On a vu pour Caroline, c'était vraiment plaquer une vision idéologique de la mauvaise mère, pour Véronique aussi. Et le paradoxe, c'est qu'il y a régulièrement des faits divers atroces qui émergent avec des familles, des enfants qui meurent sous le coup de leurs parents, beaux-pères, etc. Et on apprend que les enfants étaient suivis par les services sociaux, ils n'étaient pas du tout retirés à leur famille, qu'il y avait un certain nombre de signalements, qu'il y avait des traces physiques avérées de mauvais traitements, etc.
Et là, on a vraiment dans une situation, ce que vous décrivez tout à l'heure par rapport aux familles d'enfants autistes qui veulent un diagnostic, qui insistent un peu trop pour que l'enfant soit scolarisé. Il y a des moments clés où ils vont passer dans une situation de danger. Et même si ça ne va pas forcément jusqu'au drame, et même si on ne leur retire pas forcément l'autorité parentale, en fait, concrètement, il y a la menace de se faire déposséder vraiment de leur enfant et d'être en absence de choix total. Et de l'autre côté, vous avez des enfants qui sont abusés et qui sont maintenus dans leur famille, notamment sous l'autorité de père ou de beau-père. Il y a des faits concrets, avérés, mais ça n'a pas, pour les mêmes services sociaux, c'est pas censé avoir les mêmes conséquences. Parce qu'on souscrit directement toujours au même mythe, c'est-à-dire, c'est relevé dans un certain nombre d'études en France, c'est à 90% des mères qui sont accusées, qui sont mises au banc, et qui subissent ce qu'on peut appeler, ce que vous avez utilisé ce terme, une deuxième peine. En plus d'être à devoir subir le poids parfois de la défense et de la protection de leur enfant, elles subissent le poids d'une adversité qui vient de la société elle-même, qui est chargée de prendre soin de l'enfant et éventuellement de les protéger. Comme dans le cas de l'autisme. Et ça, c'est... On reproche aux mères de vouloir le protéger. Tout à fait, c'est extrêmement grave. Et si, là, on parle des enfants autistes et de leur prise en charge par l'institution, etc., et du défaut, des dysfonctionnements de l'institution, mais en écoutant, je suis absolument effaré, parce que moi, c'est tous les jours avec des enfants maltraités. Mais on sait aussi qu'actuellement, il y a une espèce de buzz qui intervient avec les enfants à haut potentiel, qui pose problème dans l'école. Donc, un peu comme les enfants autistes, ils ne sont pas scolarisables comme les autres. Donc, ils sont déjà hors normes. Et petit à petit, dérivent aussi des enfants qui sont issus de divorces un peu conflictuels, on va dire des divorces normaux, avec un léger conflit qui peut être régulé éventuellement par un médiateur, etc. Mais l'institution s'en empare. C'est-à-dire que de plus en plus, l'institution vous dépossède de vos enfants. Il y a une instrumentalisation des conflits entre parents. Tout à fait. Ah, complètement. Tout va être analysé au regard du conflit, justement. Tout à fait. Et de plus en plus, l'enfant est dépossédé de son propre corps et les parents sont dépossédés de leur propre parentalité. Alors, dans les cas d'abus vers les enfants et comme dans les cas de l'autisme, il y a l'utilisation de diagnostics psychiatriques spécifiques qui sont d'un côté le syndrome d'aliénation parentale et de l'autre côté le syndrome de Munchausen par procuration. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce syndrome ? Il y a une recrudescence de syndrome de Munchausen par procuration en France, un seul pays au monde où on trouve des Munchausen par procuration à peu près une fois par semaine. Est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, c'est la maman, généralement, qui est accusée de souffrir de ce syndrome. Et donc, elle souhaite que son enfant soit malade. Mais dans la mesure où il ne l'est pas, elle va faire en sorte qu'il le devienne. L'idée, c'est que derrière l'image d'une mère qui est vraiment inquiète pour la santé de son enfant, il y a en réalité une mère méchante et toxique qui veut le rendre malade. Elle veut le rendre malade pour exister, parfois pour toucher des allocations, mais c'est surtout pour se sentir exister, en fait. Et donc l'enfant va évoluer à travers... Hein, comme en recherche d'attention voilà, et d'amour, hein, comme le diagnostic de Caroline. C'est ce que j'ai pu lire dans les rapports. Hein. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialiste du syndrome, mais malheureusement, j'ai croisé la route de certains spécialistes en France du syndrome de Munchausen par procuration qui finissent par en voir partout. Et au final, on se retrouve avec des enfants placés parce que la mère est considérée comme souffrant de ce syndrome. Donc, en fait, elle rend son enfant malade, elle veut qu'il soit malade. Les dossiers que j'ai pu traiter, et les plus douloureux pour moi, c'est l'affaire Rachel, évidemment, où elle a été accusée de vouloir des enfants autistes. Donc déjà, dans le syndrome de Munchausen par procuration, a priori, il y a une médication particulière, oui. La maman donne des médicaments, et donc elle va aller presque jusqu'à tuer son enfant. C'est en ça qu'elle est extrêmement dangereuse. C'est comme ça, la forme habituelle, c'est quelqu'un qui, en général, une mère et sa fille, mais bon, ça peut être d'autres situations, qui va rendre malade son enfant jusqu'à la tuer pour avoir une certaine existence vis-à-vis du corps médical. Mais ça s'exprime à travers de la médication. Oui, en général, elles font des injections, voilà. Elles font des choses comme ça. La forme classique, c'était ça. C'est une forme dont on sait, ça a été décrit dans la littérature, mais c'est une coquetterie, si vous voulez. Hein. C'était vraiment, c'était dans le fin fond d'une bibliothèque, cette affaire-là. Oui, il y a très peu de cas. Moi, dans ma carrière, j'ai vu plusieurs milliers de personnes. J'en ai même pas vu une fois. En fait, on en sera à 240 cas dans le monde. Révélés. 240 cas dans le monde. Dans le monde. Sur 7 milliards d'individus. Mais en France, moi, j'en vois tous les jours, en fait, dans les dossiers. Je vais en plaider un mardi. La maman est accusée encore de Munchausen par procuration. Et alors, attendez, le syndrome de Munchausen, c'est un syndrome qui n'est appliqué qu'aux femmes. Oui. C'est bizarre quand même, femmes, sur le plan psychiatrique. Oui, c'est ce qui est décrit. Le plus souvent, c'est les femmes. Ouais. Une maladie qui touche les femmes et pas les hommes.
Mais les femmes ont des drôles de relations avec les médecins. Quand même. Donc en fait, là où c'est complètement aberrant et sorti de tout bon sens, admettons même que ça puisse exister, ce syndrome, en France, un enfant sur 100 naît autiste. C'est les derniers chiffres. Syndrome de Munchausen par procuration, 240 cas ou 270 cas dans le monde. Je ne sais pas, un juge qui va préférer croire une expertise, qui va dire la maman veut des enfants autistes alors qu'ils n'ont rien. Généralement, c'est un expert qui ne connaît rien à l'autisme. Ça, dans le cadre d'une mère qui cherche désespérément qui cherche un diagnostic. Un diagnostic. Elle cherche un sachant diagnostic. que Elle sait c'est que très son difficile. enfant ne réagit pas comme les autres, donc elle cherche une réponse finalement. Et on lui dit, il n'a rien. Mais même si elle arrive à obtenir un diagnostic, ce qu'on Je peux vous poser une question? Oui. Mais pourquoi le juge, il n'ouvre pas les livres et il dit, mais c'est dans aucune classification reconnue au niveau mondial, Alors ça, Munchausen. Pourquoi moi je le lui apporte en fait. Ça pose une question, pourquoi il le croit comme ça a priori? Mon rôle c'est de le former. Non, mais donc là, parce que vous avez des collègues qui il écrivent utilise en des permanence expertises qui disent le l'expertise, contraire. le juge. mais rares sont les juges qui savent ce que c'est qu'une CIM-10, une DSM-5. Non, mais alors, C'est très pourquoi, rare. à votre avis, qu'est-ce qui fait que la personne qui utilise un instrument qui s'appelle l'expertise ne regarde pas Mais il y a l'effet de le nombre manuel aussi. minimum Il y a l'effet d'autorité, d'utilisation. l'effet de nombre. Mais quand vous êtes cet outil. avocat, vous n'allez pas Pourquoi vous agresser le juge de cette façon. Non, mais- Parce que là, vous êtes sûr de perdre Mais moi, votre j'ai un affaire. trouble de la personnalité. J'ai un Ah trouble de la mais personnalité, oui, mais grave. venez avec moi en audience, je vais vous aider. On a le même cas pour les enfants et les personnes victimes d'abus sexuels, de violences, d'inceste, etc., avec le syndrome d'aliénation parentale. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est? Juste avant, je voudrais rebondir et répondre à la question. Lors d'un colloque que notre association avait organisé au mois d'octobre, le juge Édouard Durand, qui est un des seuls à protéger, il y en a quelques-uns qui écrivent, qui s'engagent, qui dit protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Bon, il est un peu mis à l'index par ses collègues, mais il n'en demeure pas moins qu'il commence à être entendu. Concernant la question que vous posez, que fait le juge? Il y a répondu parce qu'il y avait des avocates et des avocats dans la salle qui lui ont demandé que faire. Et il leur a dit, moi je suis dans mon cabinet, j'ai en principe une position objective et neutre à tenir. C'est comment voulez-vous que je fasse, moi, à la lecture des différentes expertises, les pour, les contre, les témoignages, etc. C'est à vous, les défenseurs, c'est à vous, les défenseurs de la partie civile, de m'apporter les éléments, c'est à vous de me démontrer ce que je peux éventuellement faire de ces différentes expertises, c'est à vous de me convaincre. C'est-à-dire qu'il appelle les avocats défenseurs, donc des parents protecteurs, à intervenir et à argumenter. Or, effectivement, ce qu'il relevait, et ce que certains de mes collègues disent, mais la plupart du temps, beaucoup d'avocats sont extrêmement mous, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes manquent de possibilités, on va dire, non pas d'agressivité, mais au moins à être incisifs pour défendre la cause pour laquelle on les a payés, recrutés. Ça demande une expertise très particulière. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport au juge. D'une part, il y a quelque chose de très important à dire qui n'a pas été dit, c'est que généralement, j'obtiens des non-lieux. Je perds très très rarement. Aujourd'hui, j'ai perdu l'affaire Rachel. Et après, je vais avoir des difficultés à récupérer des enfants qui ont déjà été placés. Là, c'est la croix et la bannière, c'est vrai, et j'ai beaucoup de mal à le faire. L'affaire Là, c'est souvent Rachel, des c'est une situations... maman qui a perdu ses 3 enfants. L'affaire Oui. Rachel, c'est une maman qui a dit que ses enfants étaient autistes. Et on lui a rétorqué que ce n'était pas le cas. Et notamment, il y a une expertise judiciaire qui a été réalisée par une pédopsychiatre sur à la fois les adultes, le père, la mère et les enfants. Il y a un conflit aussi entre le père et la mère dans cette affaire qui rajoute une difficulté supplémentaire, bien sûr. Et l'expert psychiatre a révélé, a trouvé que Rachel souffrait d'un syndrome de Munchausen par procuration, donc elle voulait que ses enfants deviennent Et cette autistes. procédure a été enclenchée par le fait que Rachel a fait des démarches pour Au faire départ, diagnostiquer c'est un son fils hôpital aîné. de jour qui a fait une information préoccupante. Et puis, à partir du moment où l'aide sociale à l'enfance a mis les pieds chez Rachel, tout s'est retourné contre elle, en fait. Chaque élément, c'est-à-dire que aujourd'hui, si elle joue avec son enfant en visite médiatisée avec ses enfants et que les enfants lui disent « Bravo maman, vas-y, tu vas gagner », c'est qu'ils ont une place d'adulte et qu'en fait, elle les sa charge. Non, mais tout, de toute façon, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut dire, c'est analysé d'un point de vue négatif parce qu'il faut bien justifier cette erreur judiciaire énorme parce qu'entre-temps, on a obtenu les diagnostics pour les 3 enfants. C'est-à-dire le petit dernier aujourd'hui, il serait moins autiste que TDAH.
Donc, il souffrirait d'hyperactivité et de troubles de l'attention. L'aîné est autiste Asperger et l'enfant du milieu, il est diagnostiqué TED-NS, c'est-à-dire trouble envahissant du développement non spécifié. C'est Asperger aussi. Au départ, on avait le diagnostic celui du milieu, TED-NS. On va dire dans le langage courant, il est autiste. Ouais, c'est pas une forme d'autisme classique, mais voilà. Mais comme Rachel employait ce terme-là, de dire autiste, ça lui a été très lourdement reproché parce qu'il avait écrit NS. Et l'aide sociale à l'enfance, qui n'y connaît rien, a estimé que NS, ça voulait dire qu'il n'était pas autiste. C'est aussi ce qu'a écrit la Cour d'appel dans son jugement. La Cour d'appel a écrit TED-NS, ça veut dire pas autiste. Ça veut dire qu'ils n'y connaissent rien. Rachel est accusée de souffrir d'un syndrome de Munchausen par procuration, de vouloir que ses enfants soient autistes alors qu'ils ne le seraient pas. Entre-temps, on obtient des diagnostics réalisés en équipe pluridisciplinaire par le Centre Ressources Autisme de Lyon, parce que l'affaire se passe à Grenoble. Une fois qu'on a les diagnostics, je me dis, bon, on va aller en cour d'appel. Là, on a les diagnostics, on a la preuve que l'experte s'est complètement trompée, parce qu'elle a vraiment exclu l'autisme des enfants, totalement exclu. J'avais déjà des documents pour dire qu'il l'était probablement, il y avait une vraie suspicion, mais pour autant, on n'avait pas un diagnostic fait avec la DIR, la dose, le WISC, etc., tout ce qu'on connaît dans les modalités de diagnostic. Donc, j'ai un diagnostic parfait pour les trois et pour la maman, qui est autiste Asperger, ce qui expliquerait pourquoi l'expert psychiatre l'a trouvée froide, donc elle a été froide, mère frigidaire, sans émotion, etc. Une fois qu'on a eu tous les diagnostics clairs et régulièrement établis pour la cour d'appel, j'étais absolument persuadée qu'on allait gagner ce dossier, en fait. Pourquoi ? Parce que Rachel était avant tout accusée d'avoir une vision alarmiste et invalidante de ses enfants, et c'est la raison pour laquelle, au premier chef, on les lui a retirés. Après, il y avait 2-3 petites choses, notamment un conflit avec le papa, etc. Bon. J'arrive en cour d'appel, je me dis, ça y est, c'est bon, on a les diagnostics, personne ne va revenir dessus. C'est scientifiquement établi, selon les méthodes de la Haute Autorité de Santé, on sait comment faire un diagnostic, etc. Ben non. En fait, Rachel, elle est restée à la barre. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en cour d'appel, souvent on reste assis parce qu'on est en chambre des mineurs. Les juges essaient de prendre soin un peu de tout le monde, en fait, parce que c'est des situations douloureuses et difficiles. Là, les enfants sont déjà placés. Bien non, Rachel est restée debout à la barre pendant un très long moment. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait presque d'1 heure d'interrogatoire. C'était un interrogatoire. Vous aviez le procureur général et le président de la cour, donc trois juges, qui lui posaient des questions, mais sans relâche, en fait. Et la question qui revenait sans arrêt, et que je trouvais extrêmement choquante, moi qui ne pouvais pas intervenir, comme vous le savez, je ne peux plaider qu'à la fin, c'était, mais madame, pourquoi vouloir absolument des enfants autistes ? Mais pourquoi vouloir des enfants autistes ? Je me dis, Rachel, qui est une jeune femme avec sa petite voix qui porte pas, justement, qui toute frêle, et elle leur dit, mais j'ai des diagnostics. Et là, il y a le procureur qui lui dit, non, mais en dehors des diagnostics, bien sûr, pourquoi s'acharner à vouloir des diagnostics et vouloir absolument avoir des enfants autistes ? Et là, Rachel est restée sans voix. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est impossible. On ne peut pas répondre à cette question. Donc, aussi choquant que ça puisse être, tout tournait autour de ça. Et Rachel tenait bon et disait, mais j'ai des diagnostics. Et donc, plus elle disait ça, plus finalement, dans l'image que les juges avaient d'elle, elle s'enfonçait. Et je voyais bien ce dossier perdu d'avance, où quand on va plaider, on sait très bien que, vu la teneur des questions, à aucun moment on lui a posé une question, savoir mais qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour votre enfant, justement, alors qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait. Et le paradoxe de la situation, c'est qu'on a des mères qui sont en recherche de diagnostic pour leur enfant. Elles sont confrontées au fait qu'on va nier le diagnostic qui est posé par des experts, des experts de l'autisme, ou elles sont confrontées à l'incompétence, ou des gens qui refusent de diagnostiquer leur enfant, voilà, ou d'autres qui vont le nier. Mais par contre, on les diagnostique, elles. Je veux dire, le diagnostic est posé sur les mères, systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour poser des diagnostics sauvages. Voilà, c'est ça. Donc il fallait absolument séparer les enfants de la maman pour que les enfants aillent mieux et surtout pas prendre le risque que cette mère enferme ses enfants dans une image d'autisme, etc. Typique du syndrome de Munchausen par procuration. Mais il y a quand même des choses, étranges. C'est qu'aujourd'hui, donc les enfants sont séparés de leur mère. Donc, évidemment, personne ne va se désavouer. Donc là, tout d'un coup, on va dire « Oh, mais il mange tout seul, il fait des progrès, tout va mieux dans le meilleur des mondes possible. Le placement, c'est épatant. » Ce que je plaide, le placement, c'est toujours épatant. Jamais on revient sur une décision de placement. En revanche, si je leur explique qu'en fait, l'enfant mangeait déjà tout seul avant le placement, et que s'ils ont vu une régression, souvent elle se fait dans les premiers jours du placement. L'enfant se retrouve en foyer avec d'autres enfants. S'il est autiste Asperger, c'est dramatique. Et là, on a une régression fulgurante. Les éducateurs vont noter ces régressions, vont dire « Mais ça devait être effroyable ce qui se passait à la maison. Il est pas propre, il ne sait pas se laver. » Mais en fait, il a tout perdu en une journée.
Mais s'expliquer ça à un juge, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il parte du principe qu'il me croit et qu'il croit mon expertise, en fait. Oui, il faut qu'il fasse appel à son bon sens. Donc j'explique ça, mais ça, personne ne veut le voir. Parce qu'on ne peut plus se désavouer derrière. Aujourd'hui, les enfants de Rachel, on sait que pour le petit dernier qui vient d'être vu par le Centre Source Autisme, de nouveau, parce qu'il est régulièrement bilanté, qu'il ne va pas très bien et qu'il a une hyperactivité plus. On sait qu'à l'école, ça se passe mal. Mais les derniers rapports que j'ai vus de l'aide sociale à l'enfance, mais non, c'est génial. En fait, tout le monde va bien. S'ils vont mal, c'est peut-être encore à cause de leur mère. Et son modèle éducatif, ça fait 1 an et demi qu'ils sont placés. Plus d'1 an et demi. Elle voit ses enfants une demi-heure tous les 15 jours. Mais ça va encore être elle la cause d'éventuels mal-être ou symptômes d'autisme de ses enfants. Pas par définition. Maud Voilà. Delacroix, est-ce que dans les familles qui sont suivies à Reims, on a également des syndromes de Munchausen par procuration? Alors, pas de cas de Munchausen à ma connaissance pour le moment. Par contre, tout à l'heure, vous parliez de la parentectomie. J'ai beaucoup de parents qui me contactent parce qu'on leur a prescrit automatiquement le placement en famille thérapeutique de leurs enfants. Et même parfois des tout petits. Et on sait très bien que pour le cas d'un enfant autiste, au contraire, ça ne fait qu'aggraver les troubles, puisqu'un enfant autiste, plus que la norme, a besoin de stabilité, il a besoin de ses repères et il a besoin d'un cadre de vie assez ritualisé. Et donc là, on va lui chambouler tous ses repères. Donc forcément, l'enfant va avoir des troubles encore plus prononcés et va encore moins s'en sortir, par exemple, dans le cadre scolaire. Il y a aussi des parents qui ont besoin de ce répit, qui ont besoin de répit. Et donc, ils vont aller, parce qu'ils sont simplement épuisés par les troubles du comportement de leur enfant. L'erreur d'en demander. Et donc, ils font l'erreur d'aller chercher de l'aide. Voilà. Et après, c'est parfois, un à l'aide sociale. engrenage et ils sont pris dans un engrenage. Et on va leur proposer, et heureusement, les familles thérapeutiques. C'est il y en toujours a pas. proposé comme quelque chose de miraculeux En fait, aux parents. Il y en a très peu, des familles thérapeutiques, et aujourd'hui, il n'y a pas de place. Donc, généralement, quand on a un placement vers une famille thérapeutique, je rassure les parents en disant, c'est bon, ne vous inquiétez pas, le temps de l'appel, il ne sera pas placé parce qu'il n'y a pas de place. Et fort heureusement, puisque ces familles thérapeutiques ne sont absolument pas formées à l'autisme. Qu'est-ce que c'est beau. C'est des gens qui sont censés, une famille dont les parents, les Dans assistants maternels, coupé de sont lien censés maternel. connaître. Hélène Kieser, est-ce que pour nous parler de l'histoire du syndrome d'aliénation parentale et quel est ce cas de figure que l'on retrouve de manière un peu systématique dans les cas d'abus sexuels chez les enfants? Alors nous, dans le champ de l'enfance abusée sexuellement, on est un peu en retard. C'est-à-dire Munchausen par procuration arrive maintenant, parce que le SAP, alors je vais expliquer ce que c'est que ce machin-là, est encore en vigueur. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé par un psychiatre, pas du tout pédopsychiatre, comme le disent ses défenseurs, né en 1930 et qui, jusqu'à l'âge de 55 ans, a en gros eu une clientèle privée près de l'université de Columbia, ce qui fait que petit à petit, dans ses écrits, il s'est prétendu professeur à l'université de Columbia et dans les années 85, il a décidé, par suite de ce qu'il constatait dans sa clientèle privée, que la plupart du temps, dans 99% des cas, c'était les mères qui faisaient des signalements de maltraitance, d'abus sexuels, et que c'était à ce moment-là quelque chose d'assez spécifique, justement, de quelque chose qui était une fausse allégation. C'est-à-dire que le syndrome d'aliénation parentale, je vais expliquer un peu ce que c'est, est associé aussi à des fausses allégations ou à des fausses dénonciations. Ça va ensemble. La plupart du temps, c'était dit par Richard Gardner, c'est le fait des femmes. Alors, le syndrome d'aliénation parentale est posé comme diagnostic quand une maman, puisque c'est le fait de femme et de maman, tente de faire en sorte que le lien de l'enfant à l'autre parent se distende et s'atrophie et éventuellement soit éliminée. Pour ça, donc, elle va faire un certain nombre d'allégations d'abus sexuels, de maltraitance, soit nutritionnelle, soit physique ou autre. Ce sera toujours fondé sur une fausse allégation. Ce syndrome d'aliénation parentale est utilisé la plupart du temps
par les partis, disons, pro-père, masculinistes, pour se défendre justement d'allégations de maltraitance sexuelle, d'abus sexuels et parfois même de signalements faits par des professionnels sur des enfants. Et la plupart du temps, ce syndrome est utilisé. Et c'est une épidémie qui a atteint la France depuis les années, on va dire, 2000. Et qui est au centre même de tous les procès de ce genre d'affaires. Actuellement, le syndrome d'aliénation parentale commence à être interdit dans un certain nombre de pays, notamment en Argentine. Il a fait l'objet dernièrement en France d'une interdiction, mais ça n'empêche pas les recours, on va dire, des associations masculinistes ou pro-pères d'utiliser d'autres artifices. On a déjà le remplacement du syndrome d'aliénation parentale inventé par Richard Gardner. À noter, juste pour l'anecdote un peu dramatique, Richard Gardner, sur la fin de sa vie, a consenti à dire que son syndrome d'aliénation parentale avait contribué à disculper nombre d'agresseurs réels. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu à la fin de sa vie. Il s'est suicidé en se lardant de coups de couteau. Bon, ça c'est... Oui, c'est... Une vie assez dramatique. Mais ce qui est important en France, c'est de voir que c'est pas uniquement l'histoire de Richard Gardner qui est à retenir, c'est aussi l'utilisation qui en a faite, et notamment dans l'Hexagone. Ça a pris des proportions absolument phénoménales. C'est-à-dire qu'on va le retrouver dans des rapports d'expertise à tout bout de champ. Or, il n'a aucune base scientifique, il n'est pas reconnu par la communauté scientifique internationale, que ce soit par le DSM ou l'Organisation mondiale de la santé. Et il n'est reconnu, Gardner n'a fait aucune publication scientifique et aucun des tenants du SAP en France n'est capable de faire des propositions scientifiquement tenables pour valider le SAP. Ça, c'est clair. Le SAP il a fait l'objet d'une circulaire du ministère de la Justice il y a si je ne m'abuse, quelques semaines, pour déclarer que... Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'on allait plus s'en référer à ce fameux syndrome d'aliénation parentale. Pour alerter les magistrats sur l'utilisation abusive. Alors, justement, il faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'une circulaire vient d'être pondue, notamment en France. Il faut du temps ensuite pour qu'elle soit appliquée. Or, c'est ce qu'on relevait tout d'abord, préalablement. Il y a le problème aussi de la formation des experts. Quand je dis des experts, c'est-à-dire des intervenants sur le terrain. Ça va de l'éducateur, l'assistante sociale, le psychiatre, l'expert qui va être commis par le juge, et éventuellement les avocats eux-mêmes. C'est-à-dire que là, nous sommes avec un retard d'environ une trentaine d'années d'expertise et de formation en psychopathologie et en psychoclinique pour pouvoir reconnaître, on va dire, des signes de traumatisme sexuel, parfois graves. Au point, par exemple, j'ai un exemple dernièrement d'une petite fille qui revient de chez son père avec des hématomes sur l'entrecuisse, sur l'anus. La maman fait un signalement. Et alors, c'est là que le SAP, c'est là qu'on vous rattrape un petit peu. La maman va être accusée de Munchausen par procuration. C'est-à-dire que le SAP ne pouvant plus être utilisé, ça veut dire plus ou moins la même chose, de toute façon. SAP, syndrome de Munchausen, c'est la même chose. Finalement, oui. Il y a tout à fait une dérive. Il y a une dérive qui va dans ce sens-là, mais de toute manière, vous l'avez bien compris, c'est toujours la maman qui est la cible et l'enfant qui est instrumentalisé. C'est la véritable clé. Et ça pose un réel problème de société qui effraie beaucoup de mamans. Je suis terrassé chaque fois que j'entends des témoignages. Ceux que j'ai entendus tout à l'heure me bouleverse d'indignation, mais c'est tous les jours. Moi, j'aurais juste une question aussi sur les intervenants, qu'ils soient sociaux ou psychologues, etc., sur l'audition de l'enfant quand elle se fait en présence de l'agresseur, sur la pertinence de ce genre de confrontation entre l'enfant et celui qui soit a abusé de lui, soit a été violent envers l'enfant. Il y a un cas spécifique qui est celui des abus sexuels d'enfants. Pas oublier qu'actuellement, de plus en plus, on a affaire à des grands paranoïaques, l'agresseur lui-même, le prédateur. Et pour justement dévier le cours de la justice, éventuellement des interrogatoires
et des dépositions, on a des nourrissons désormais qui sont de plus en plus souvent, parce qu'un nourrisson, ça ne parle pas, un enfant en bas âge de moins de 3 ans, ça ne parle pas, ou alors ça dit des conneries. Donc on a de plus en plus ce genre de fait, ça ne peut pas témoigner. On atteint là des sommets de perversité. C'est la même chose sur les enfants handicapés. Oui, c'est ce que j'allais De dire. plus en Également. plus. Les enfants qui ne À parlent partir pas, du moment non-verbaux, où l'enfant ne va pas parler ou va pouvoir s'exprimer comme... où on va mettre en doute de toute façon leur Ah, mais comportement et c'est- leur discours. Complètement. Et ça arrange bien tout le monde. Et ça arrange encore plus quand l'enfant est en institution et qu'il est bien victime connu. de maltraitance, voire de viol au sein de l'établissement. Parce que là, il y a ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle qui vient se rajouter à cela, avec des lanceurs d'alerte qui vont être accusés eux-mêmes, et puis la parole des enfants pas du tout entendue, ce qui s'est passé là récemment, encore à Grenoble. On a fait des études depuis très longtemps dans lesquelles on a étudié la violence sexuelle, les viols et la prostitution dans les institutions psychiatriques. Et on sait depuis très longtemps que c'est un phénomène absolument pas marginal et très fréquent. Et pourtant, rien ne se passe. Ça a été Alors, classé, ça fait donc, partie des sans choses que suite. je voulais vous dire. On sait aussi par rapport à l'enfance des délinquants, l'enfance des criminels, ça revient de manière extrêmement fréquente. Et souvent, ce sont beaucoup d'enfants placés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été d'ailleurs une espèce de nomadisme de famille d'accueil. Je ne sais pas quelle est la proportion, s'il y a des études qui ont fait là-dessus, mais enfin, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans le parcours de ces enfants. Alors, il y a évidemment aussi souvent des raisons à l'origine qui ne sont pas forcément des fausses raisons de ces placements. Mais je vais anticiper la question que j'allais vous poser. Est-ce que l'amour maternel est toxique ? Vous êtes psychiatre. Est-ce que l'amour maternel est toxique ? Parce qu'on a affaire à une problématique dans les institutions. On va dire, par exemple, aux auxiliaires de vie scolaire, ne vous intéressez pas à l'enfant qui est dans votre charge, n'ayez pas de lien avec la famille, il ne faut pas trop aimer voilà. Et on a des familles d'accueil qui sont parfois où on retire leurs enfants qui leur sont confiés parce qu'ils aiment trop leurs enfants qui les sont confiés. On leur parce qu'ils apprend en formation aux assistants maternels Voilà. à ne pas aimer. à ne pas aimer, à ne pas s'attacher. À ne pas- Il y a vraiment comme une Aux familles notion que d'accueil le aussi, lien, hein. C'est la c'est même tout chose. paradoxal. Le lien est pathologique. L'amour est pathologique. L'amour maternel est pathologique ou l'amour d'une personne. Voilà. C'est pas la psychiatrie, ça. C'est pas, oui, C'est la morale. mais il faut le dire. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas justement en contradiction en plus violente et radicale avec ce qu'on sait sur la théorie de l'attachement, sur le fait qu'il faut un attachement sécure pour bien sûr. grandir Alors, et bien se développer. Scientifiquement, on sait un certain nombre de choses. Heureusement, on n'est pas dans le désert absolu. Parce que là, c'est inversé, c'est de dire c'est l'amour maternel, ce qu'on appelle diffusion maternelle. Est-ce que l'amour maternel fait du mal ? Là, ce qu'on sait sur le lien, dit exactement le contraire. Et un enfant autiste, particulièrement, ou un enfant qui peut être TDA, un enfant différent, un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux, a d'autant plus besoin de familles aimantes et très encadrées et très structurées. On en a discuté avec Maud tout à l'heure. Il y a beaucoup aussi de mamans qui sont stigmatisées dans leur rôle maternel, par exemple lorsqu'elles allaitent, ou des pédopsychiatres qui passent dans des émissions vues par des milliers de parents en France, pour ne citer qu'elles, les maternelles par exemple, vont accuser les mères d'allaiter trop longtemps leur enfant et que c'est nocif à leur enfant. Exactement. Donc, il faut arrêter de D'ailleurs- véhiculer des idées. D'ailleurs, j'en parle un petit peu rapidement dans mon ouvrage. Il y a aussi le cas des mères qui n'allaitent pas. Quand elles n'allaitent pas, elles ne sont pas assez aimantes. Elles ne sont pas assez aimantes. Elles sont des mamans froides. Et quand elles allaitent, elles sont trop chaudes ou elles vont vraiment infuser leur mal-être à leur enfant et donc le rendre malade. Moi, j'aimerais savoir comment sont recrutés ces experts, comment vérifier leur capacité professionnelle. Je disais à M. Lançon, par exemple, l'histoire de Régine Labeur, c'est quand même absolument effroyable parce qu'elle a aussi officié auprès des juges aux affaires familiales et il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas eu la garde de leur enfant et dont les enfants n'ont pas grandi sereinement pour ce motif. Et on se demande comment cette personne a pu travailler autant d'années et rendre autant de rapports auprès de la justice alors qu'elle n'avait aucun diplôme et de surcroît ne connaissant rien en psychologie. Pour ma part, ce qui émane de tout ça, c'est l'immense ignorance des professionnels. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus énormément pour apporter aux enfants ce dont ils ont besoin. Dans les exemples qui ont été cités, ce qui me frappe le plus, c'est l'excessive agressivité de l'ensemble du système vis-à-vis de ceux qui sont différents. Deuxièmement, la négation des compétences. Vous avez, voilà, pour vous faire des compliments, mais ça m'intéresse ce que vous avez raconté. Vous avez une grande expérience
et vous avez appris toute seule des choses qui sont techniquement, qui devraient être connues. Bon. Donc ça pose une question de pourquoi on n'écoute pas les gens qui savent des choses et le statut de professionnel dans notre société. L'expert qui passe à la télé en disant l'histoire de l'allaitement. Et c'est quoi cet expert? Il est expert en allaitement? Non, mais il en a dit d'autres. Les incestueux se voient très bien. Voilà. Donc, Il est et pas c'est le toute la seul, question de l'expert l'ouvrier dans le de champ de parle comme la ça. psychologie qui ne dit pas son nom, qui est une psychologie de la morale, dans lesquelles, effectivement, je m'autorise à être expert à un certain nombre de conditions qui ne sont pas des conditions qui garantissent aux gens un minimum de qualité, un minimum d'objectivité, et qui ne les garantissent pas de la persécution du jugement moral. Et la chose psychologique, quand on passe à la télé, quand on parle de l'allaitement, elle est la même que quand on fait une expertise de Munchausen dans un tribunal. L'idée qui est derrière, c'est l'idée de la morale, le bien pour les autres. Alors c'est tellement facile d'utiliser les enfants et les mères. Alors vraiment, c'est là où tout ça se joue, le bien pour les C'est autres. une morale très patriarcale. Hein. C'est comme les religions. C'est utiliser la psychiatrie comme une religion fondamentaliste. C'est un travail de tous les jours que de lutter contre les injustices, mais là, c'est pas uniquement un travail à réaliser auprès des tribunaux, parce qu'il n'y a pas que dans les tribunaux, malheureusement, que ces injustices se passent. Elles se passent aussi en dehors des tribunaux. Et effectivement, d'un point de vue de la morale, il y a un vrai travail à faire d'un point de vue culturel. D'un point de vue judiciaire, c'est évident, de la loi, il y a des tas de choses à modifier, il y a des tas de choses à changer, ne serait-ce qu'au niveau des procédures, mais aussi chacun chez soi, en fait, doit faire ce travail, chacun doit faire ce travail-là, culturellement parlant, de rénovation de la pensée, en fait. C'est-à-dire penser autrement. Et là, on a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui pour aller dans le sens d'une science, des preuves, d'évaluation, de choses concrètes, qui va nous empêcher chacun de délirer, parce qu'aujourd'hui, vous croisez votre voisin, je sais pas, moi, après un petit verre à l'apéro, on peut vous dire, et toi, ton Oedipe, comment il s'est passé, quoi. Et ça paraît normal, en fait. Et c'est ça le problème, il y a un problème culturel, donc on a un devoir de formation, de lutte, en fait. C'est une forme de lutte, de combat, mais aussi un devoir de formation. Et si nous, on sait comment faire, parce qu'on l'a appris, parce qu'on a eu la curiosité d'aller voir, etc., on doit transmettre ça à son voisin, comme à son juge, comme à son confrère adverse, comme une partie adverse ou autre. C'est un travail à accomplir. Je pense qu'on n'aura pas assez de notre vie J'espère que cette émission va y pour le contribuer. faire, mais pour faire avancer les choses. Mais je pense qu'on y arrive quand même. Il y a quand même des choses positives, des choses qui changent, des gens qui voient autrement. Que ce soit au niveau judiciaire ou autre, les choses avancent. Donc c'est plutôt positif, en fait. Et puis il y a des magistrats qui sont éclairés, heureusement. Évidemment. Moi, ce que je pourrais dire, c'est uniquement en tant que représentante d'une association. Au bout d'un moment, nous, les associations, on se retrouve limitées dans nos démarches quand on veut aider les parents, les mamans qui nous contactent parce qu'elles sont victimes de thérapeutes maternophobes. On est limité dans nos démarches. Il faut vraiment que les parents... en fait, c'est souvent des mères, en fait. Il faut vraiment qu'elles puissent faire en sorte de ne jamais se retrouver seules, de se renseigner aussi, pas uniquement auprès des associations, mais auprès de personnes comme Sophie Janois, qu'elles puissent prendre contact et surtout ne jamais faire le travail à moitié. Si elles veulent, si elles se sentent vraiment mal, agressées ou mal avec le thérapeute, il faut vraiment qu'elles aillent au bout des choses. Parce que justement, à la moindre faiblesse, tout peut basculer. Tout peut basculer, il peut y avoir un signalement à ce moment-là, j'ai eu le cas de... Voilà, un engrenage. J'ai eu le cas de parents que le thérapeute a carrément fait une descente de gendarmes chez eux. Voilà, parce qu'au lieu d'aller jusqu'au bout des choses, ils ont décidé carrément de déménager, quoi, de quitter la région. Voilà. Donc vraiment, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent et il faut vraiment que les parents puissent... aller jusqu'au bout des choses et nous, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas, en tant que président d'asso, on ne peut pas faire ça. Donc vraiment, aller au bout des choses et n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul et ne restez pas seul. Je serais assez d'accord pour dire que c'est un problème culturel, ça c'est sûr, donc philosophique, de formation et de formation qui commence le plus tôt possible, ça c'est sûr. Société masculiniste, on est bien d'accord, et qui reprend du poil de la bête actuellement, ça semble assez sûr. Mais bon, ce n'est pas le propos ici. Ce que j'ai comme vœu à formuler, c'est quelque chose qu'au sein de notre association, on demande, c'est un collège d'experts dans ce genre de circonstances.
un collège d'experts, c'est-à-dire que les expertises doivent être dûment argumentées, elles doivent suivre un protocole qui reste à définir, mais de façon à ce que ça puisse se transmettre, ça puisse se discuter entre experts et qu'il n'y ait pas qu'un seul expert dans ce genre d'affaires. Je dis bien dans ce genre d'affaires. La deuxième chose, c'est qu'on mette l'accent un peu plus sur les formations à tous les étages des intervenants dans ce genre de système. C'est-à-dire, ça va de l'assistante sociale à l'éducateur, en passant par le psychiatre, le pédopsychiatre, le juge lui-même. Donc, à tous les étages, il y a une formation. Une prise de conscience collective et une formation. Tout à fait. Et aussi un échange entre les différentes professions. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a une déficience aussi en formation en psychopathologie, même chez les psychologues. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, nous avons quelque chose à apprendre des éthologues, nous avons quelque chose à apprendre des anthropologues pour ce qui concerne la structure de la famille. Nous sommes avec des idées, mais qui sont moyenâgeuses actuellement. Un papa, une maman, oui. Mais quand il y a 60% de cas de divorce, donc de parents isolés, il n'y a plus un papa, une maman, sauf pour une petite minorité. C'est assez extraordinaire. J'espère que cette émission aura contribué à tous les parents et notamment les mères qui sont victimes de ce genre de situation à prendre conscience qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont victimes d'un système et qu'il faut qu'elles trouvent de l'aide auprès des personnes adéquates parce qu'il y en a. Merci infiniment pour votre participation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.